Bon, mesdames, messieurs, demandez de prendre place. Il est 18h31. Je vais demander à Mme Goury de procéder à l'appel, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Benoît Dijon. Présent. Madame Dury. Présent. Monsieur Vareille. Présent. Madame Coudray. Présent. Monsieur Mallet. Présent. Madame Chénois. Présent. Monsieur Terrier. Présent. Madame Guittard. Présent. Monsieur Delandre. Présent. Madame Charles. Présent. Madame Vatrin. Présent. Monsieur Coquelin. Présent. Madame Babin. À donner le pouvoir à Madame Chénois. Monsieur Delattre. Présent. Monsieur Bouscal. Présent. Monsieur Lazarotto. Présent. Madame Méziane. Présent. Monsieur Léon. Présent. Madame Dechambre. À donner le pouvoir à Madame Dury, absente. Madame Goury, présente. Madame Schaeffer. Présent. Monsieur David. Présent. Madame Pouillet. Présent. Monsieur Joseph. Absent, à donner le pouvoir. Monsieur Bellavès. Présent. Monsieur Collard. Qui m'a donné le pouvoir? Le pouvoir à M. Bretin. Madame Hébert. Je devrais arriver. Monsieur Notin. Présent. Madame Villicadouri. Présent. Monsieur Villain. Présent. Monsieur Weber. Présent. Monsieur Rivero. Absent, nous a prévenu qu'il était absent. Madame Besson. On m'a donné pouvoir. Elle est absente, elle devrait arriver maintenant. Merci. Elle est en retard. D'accord. Bon, alors le Conseil vous a envoyé donc des documents, et des échanges, des réponses, des demandes. Il y a deux questions diverses. Monsieur Martin a demandé une motion pour Hutchinson, et moi j'ai une motion aussi pour une proposition qui a été mise sur table pour l'affaire de Suez. Voilà. Donc nous parlons ça en fin de conseil, si vous permettez. Il y a la feuille qui a été mise pour les indemnités des fonctions des maires. Le sujet 15 a été actualisé sur table aussi, donc on en parlera tout à l'heure. Donc le compte rendu pris par délégation. Donc dans un premier temps, vous avez un partenariat avec Urbana et Nedis pour la facture de 2 postes de transformation en tripartite avec les Nedis pour les transferts de décider situés dans le quartier de la chaussée dans le cadre du 3e festival La Belle Vallée. Transfert d'instruction d'autorisation d'urbanisme à l'ARM, décision d'obligation de signature aux agents du service instructeur de l'ARM. Bon, et les marchés cadres, vous avez vu, pour les baux de sautement des ponts, inclus dans le périmètre de Belle Manière République, Moulin temps qui a vu la forte, donc le cabinet Marc Merlin de Senois pour 25 900 €. Les collines Noël, donc avec les ducs du Gaspel qui ont été choisis à Chinon, pour un montant mini-maxi de 10 000 40 000. Ça marche à bon commun. Ce sont des colis qui ont été effectivement choisis par la commission. Les stores intérieurs et extérieurs à l'école de Moulin avec la société GEM, 38 000 €. L'assistance à l'esprit d'ouvrage auprès de la commune de Montargis, donc c'est Dominique Callier. On a rajouté 1 mois et demi, je crois, Madame Laurence, c'est ça? 1 mois et demi. Monsieur Callier nous a assisté pendant un peu plus d'1 an. On n'avait pas de directeur de service technique. Et là, le directeur de service technique arrivera le 1er novembre. Et donc, on a fait en sorte que ça puisse se filer avec son arrivée. L'accueil préscolaire, donc Maurice Meunier, les différents lots, charpente, menuiserie extérieure, cloison de doublage, électricité, plomberie et peinture ont été passés. Marché sans publicité, donc c'est l'insertion publicitaire pour promouvoir les événements organisés par la ville. Donc avec le petit Versaillais, nous avons donc un montant en moins-value de 2 400 €. Il y a 2 mois qui n'ont pas été publiés pendant le Covid. Et c'est tout. Voilà. Monsieur Weber. Bonjour à tous. Je voudrais évoquer la question de l'accueil périscolaire. Donc, samedi, j'ai eu l'occasion de participer à une manifestation qui permettait de jauger des difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite sur fauteuil, etc., de venir depuis la gare jusqu'au centre-ville, jusqu'à la mairie, relier un petit peu les services publics. Et j'ai constaté combien c'était parfois difficile. D'ailleurs, nous nous sommes croisés, M. Dijon. Et justement, à ce titre, je voudrais savoir si l'accueil périscolaire à l'étage
donc pour l'école en question, est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Et sinon, est-ce que, bon, si pour des raisons concrètes, ça n'a été techniquement pas possible, ce qui est audible, est-ce qu'il est prévu, envisagé donc de faire des dérogations si les enfants, ou bien même des parents, étaient concernés par cette situation? Et si jamais oui, dans quel cas, dans quelle école serait-il Ça a été évoqué, effectivement, l'accueil préscolaire est prévu pour aboutir aux amours de Pâques, je crois, c'est ça? Ça devrait terminer. Noël-Pâques, donc oui, ça sera à ce moment-là. Il y a des parties qui sont pas en état, bien sûr, mais on adaptera les locaux aux besoins en cas de problématique pour les PMR. Donc ils pourront accéder au premier étage. Ils ne pourront pas forcément accéder au Non, premier c'est étage. prévu dans un premier temps. Le premier étage accédera à eux. Voilà. Mais les enfants, Les gens descendront, les gens qui devront voir descendront. Voilà. s'il y avait des enfants concernés éventuellement, ils pourraient être redirigés vers Jean Moulin. Vers Jean Moulin. D'accord, merci. Bon. Alors, oui. C'est ça? J'avais deux ou trois petites questions sur ce compte rendu. Sur le point qui concerne l'instruction des autorisations d'urbanisme, pourquoi ce transfert vers là, mais pourquoi ne pas garder ce service en mairie et quel impact ça va avoir sur le personnel? Est-ce qu'il y a une mutation personnelle ou pas? C'est simplement le renouvellement d'une autorisation qui, à l'occasion de nouvelles élections, doit se refaire à jour. Et l'AM a déjà les instructions des manutentions depuis longtemps. C'est le maire de Paris, de toute façon, qui délivre les permis, qui les signe. Et là, Ils sont instruits. c'est un service co-instructeur à l'autorité. Et puis, plus globalement, sur les autres marchés, je voulais savoir s'il y avait une mise en concurrence, et si oui, combien de candidats il y avait sur chacun des marchés qui étaient. On répondra à un dossier complet, mais il y a des candidatures multiples, bien entendu. Le règlement En fonction du montant. nous donne son indication retenue, on appelle ça le bilan, et les critères financiers et les critères de qualité d'entreprise qui sont connus et qui sont mixés par les services instructeurs et qui proposent effectivement la meilleure solution qui est retenue. Donc, nous en Si on va demander à Mme Laurent, je comprends bien, les offres qui avaient de concurrence. Voilà, on a fini. Donc, le premier dossier, Mme Guitard, créance éteinte au 2020. Chers collègues, bonsoir. Donc, je vous propose d'inscrire en créance IPEP un montant de 425,90 € suite à la clôture d'un passif pour insuffisance d'actifs sur deux entreprises pour lesquelles nous avions sûrement la foire et puis le foire. Donc, on est d'accord, il n'y a pas de problème, monsieur Ledin. Juste une question, je crois qu'on a un petit peu plus d'éléments d'habitude. Notamment des éléments sur la société concernée, etc. Non, je l'ai mis en conseil parce qu'il s'agit de confidentialité. Non, mais pas ça, hein. Ça me garde quoi. Enfin, c'est pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe sur le détail, sur le pourquoi du comment? C'est des insuffisances. Pardon, ce sont des insuffisances d'actifs. Ça veut dire que la société a été en redressement judiciaire, puis liquidation. Il y a passé d'argent à l'actif pour payer les créanciers et on n'est pas chirographaire, on n'a pas de privilège sur cette créance, donc elle est perdue, comme peut-être d'autres entreprises. C'est des droits de place, terrasse et foires de printemps, je me donne. Voilà, c'est ça que ça serait bien qu'on les ait dans les délibérations, qu'on ait plus d'éléments. Voilà. Parce que là, les délibérations a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on a Ça enlevé. représente 452 €. Oui, non, mais bon, quelques éléments comme ça, c'est normal. Mais c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas une bonne vouloir. C'est quand même une décision du tribunal de commerce qui a dit il n'y a rien à J'ai faire. pas dit que c'était là, pas on passe bon, en elle demande des éléments. J'ai pas dit que c'était pas bon. Il y a un bilan, monsieur Delphin, 252 € pour la foire de printemps. Donc, Puis l'autre, une terrasse et pas de publicitaire pour 100,45 € deux fois. Pour 2019 et 2019, 200 sur 80. Et c'est une société, deux sociétés qui ont disparu, qui ont été liquidées et avec une clôture pour insuffisance d'actifs. On est d'accord tout le monde? Personne ne s'abstient? Merci. Madame Picard, pour le numéro 3, subvention d'association, c'est un rattrapage. Donc nous vous proposons d'accorder 320 €, ça représente 20 €
inscrit à l'école REA Simone Veil à Midi. 1 000 € pour l'association Ensemble et Solidaire de section de Montargis parce que le dossier n'avait pas été, ou a été déposé un peu en retard. Et 12 € pour la participation à l'impression d'un livret destiné à promouvoir la pratique médicale en région Centre-Val de Loire. Alors, monsieur Villain, allons-y. Oui, on a forcément une petite question par rapport au montant dérisoire de cette subvention de 12 € pour un problème de recrutement de médecins qui est quand même extrêmement aigu dans le territoire. Alors, est-ce que c'est juste une petite question, est-ce que c'est 12 € pour toute la subvention, c'est 12 € par livret? Comment expliquer un montant aussi faible? Est-ce qu'on ne peut pas être d'ailleurs membre donateur un petit peu différemment pour ce projet qui est quand même très important pour notre. Attendez, je vais trouver le dossier. On en avait parlé, on avait dit oui. C'est pas de raison. Ça, c'est pour un guide. C'est pour un guide. Oui, c'est un livret destiné à promouvoir la pratique médicale en région Centre-Val de Loire et notamment Montargis. À 12 €, ça représente. Guide démographique médical pour la région Centre-Val de Loire, demande d'infos et financières. Voici quelques informations concernant Montargis. Montargis, 15 000 habitants, etc. C'est un descriptif de la ville. Et ce petit passage est présenté dans Montargis, ça doit être associé au FAB, j'imagine, quelque chose comme ça. Mesdames et messieurs les maires de la région Centre-Val de Loire, nous sommes une association constituée de 12 étudiants en 6e année de la fac de médecine de Bio, futurs internes de la rentrée universitaire 2000. Cette 6e année est sanctionnée par les épreuves classantes nationales informatisées, l'ECN, vous connaissez ça, anciennement appelé concours de l'interne embarquant de rentrée dans le code d'éthique, études médicales, bon, etc. Cérémonie officielle de remise des diplômes. Notre promotion compte environ 250 étudiants. À la date de cérémonie de remise des diplômes, les étudiants auront déjà choisi leur guide et leur spécialité alternate pour environ 50% choisiront la spécialité médecine générale et plus de 30% resteront en région centre. Les étudiants se vont remettre un bye-bye pack, souvenir de cérémonie dans laquelle ils pourront retrouver entre autres les brochures et outils de leur future pratique. Comme vous le savez, la région Centre-Val de Loire est une des régions les plus touchées par l'identification médicale, soucieux de réagir à cette problématique croissante, notre faculté s'est trouvé une solution de remédier. Après la région de Michel Patrice Dio, de la faculté de médecine d'Audio, en tant que président de l'Observatoire international des démographies de la santé, l'équipe organisatrice de la cérémonie et les diplômes a réfléchi à promouvoir la pratique médicale en région Centre-Val de Loire. En vue de répondre à cet objectif, nous proposons de réaliser une deuxième édition d'un livret des différentes possibilités d'installation dans la région Centre-Val de Loire. Le livret sera remis dans ce bail de pack à l'ensemble des étudiants. Pour ce faire, merci de nous renvoyer par mail à votre entrée, 2019, information sur la ville, tout à fait. Nous chargeons de mise en page, terminal de livret d'impression, aussi afin de financer l'impression de ce livre d'après Cérémon, que vous utilisez 12 €. Voilà. C'est pour le peuple, là, c'est quand même formidable. Mais dans le symbolique. Oui, c'est symbolique, c'est participation. Vous ne pouvez pas leur dire, allez vous faire voir, quand même, c'est pas sympa. Hein. Voilà. J'espère que c'est une vraie association. Il y a juste un petit point, c'est un livret ou c'est un livret par Ils ont imprimé un livret avec 50 ou 100 communes, ça leur a coûté peut-être 1000 ou 2000 €, et ils ont financé ces 1000 ou 2000 € avec, ou 500 ou 800 €, avec des fonds qu'ils ont eu, ils sont allés taper des villes pour avoir chaque ville qui était citée, il y a toute une palanquée de villes qui est citée, voilà. Merci pour les 2 €, personne ne s'y oppose, et les autres non plus, les sujets, tout est d'accord? Eh bien, je vous remercie. Un dossier que je vais vous présenter, qui est le dossier numéro 4, qui s'appelle la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, TCCFE. Bon, la situation des communes de dernier échelon de la fonction publique se forme de plus en plus au regard des charges qui nous sont imposées en permanence, augmentation face aux recettes qui sont quasiment bloquées depuis 10 ans. Pour rappel, le tableau joint, je ne sais pas s'il est projeté, non, il n'est pas projeté, on n'a pas projeté le tableau, mais il nous a été remis, montre qu'entre 2015 et 2020, nos recettes, les dotations de l'État, sont quasiment identiques, de même que le produit des contributions directes, 10 292 en 2015, 10 244 000 en 2020. Quasiment la situation que connaissent les retraités en général. La pension n'augmente pas, nous non plus, nos recettes n'augmentent pas. La commune de Montargis doit impérativement compenser un certain nombre de charges nouvelles, sauf à baisser la qualité de service apportée à la population. Par exemple, le commissariat de police nationale a perdu une trentaine d'agents en effectif depuis 3 ans, ce
ce qui nous oblige à renforcer les missions de la police municipale. L'embauche de 3 nouveaux agents pour cette fin d'année et le projet d'embauche de 3 agents supplémentaires sur le budget 2021 va créer une nouvelle fonction sur le budget général, alors qu'aucune nouvelle recette n'est attendue. La fiscalité en place ne peut être augmentée dans les cas actuels. Il apparaît donc nécessaire, pour que la mairie continue à apporter de meilleurs services à ses concitoyens, d'envisager une recette nouvelle qui est la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Cette taxe, qui coûtera par foyer entre 10 et 150 euros, selon le niveau de consommation nombre de kilowatts par an, permettra une nouvelle recette de l'ordre de 300 000 euros, permettant à la ville de poursuivre ses missions. En effet, de nombreuses dépenses liées à l'environnement, à l'isolation des bâtiments notamment, sont un prérequis indispensable à des économies de fonctionnement que nous sommes en droit d'attendre. La transformation, par exemple, des 3000 points lumineux de la ville l'an dernier nous permet, par les économies réalisées, d'autofinancer des investissements réalisés l'an dernier. Il nous est proposé aujourd'hui de voter un coefficient de 8,5, le coefficient maximum, sur le tarif en vigueur qui sera appliqué à chaque mégawattheure pour les abonnés jusqu'à 250 mégawattheures. Une même taxe départementale au coefficient de 4,25, qui est le maximum, existe déjà au niveau du département. Les communes voisines d'Anilly, Chalette et Villemandeur appliquent depuis longtemps cette taxe que nous refusions à appliquer jusque-là. Je sais que ce n'est pas une chose agréable d'être obligé d'augmenter la fiscalité. Le glissement de gaz technicité, qui est l'augmentation de notre masse salariale à effectif constant, est de l'ordre de 1,5% par an. C'est-à-dire une somme de 160 000 euros. Puis je n'ai plus, je vais attendre 2 minutes, s'il vous plaît. Une somme de 165 000 euros qui est l'augmentation de nos salaires tous les ans. Alors certes, nous avons jugulé la hausse de la masse salariale, mais cette hausse des salaires est une hausse que nous pouvons éviter. Nous n'avons en face aucune recette nouvelle, sauf à faire des économies. Mais là, il y a un moment où nous ne pouvons pas faire d'économies. Il est nécessaire que la sécurité des montagnes soit assurée. L'État s'est désengagé au niveau des policiers sur la zone police. Je vous rappelle qu'il y a une zone police qui s'appelle Montargis, Chalette, Amilly et Villemandeur, qui est couverte par un commissariat de police nationale où il y a en principe 115 policiers municipaux, 115 policiers nationaux. Actuellement, il nous en manque une trentaine et c'est pas prêt de se régler. Donc nous, il est urgent qu'on puisse continuer à assurer la sécurité des Montargois et cette décision, nous la prenons, je la prends avec une certaine responsabilité. J'en suis navré, je n'aime pas augmenter les impôts. Nous l'avons jamais fait, mais là, cette fois-ci, on est obligé d'y passer, puisque nous sommes contraints. Les taxes foncières, les taxes diverses que nous avons, les taxes d'habitation et les contributions diverses ne feront pas le tour. On sera nullement augmenté dans les années qui viennent. Donc c'est à nous, sur ce point-là, de continuer à être très vigilants. Et je remercie Mme Guittard et les services financiers et la direction générale de la mairie d'être attentifs aux économies que nous faisons en permanence. Mais là, trop c'est trop, nous ne pouvons pas différer. Et pourquoi le prendre aujourd'hui? La mesure doit être prise avant le 1er octobre pour s'appliquer sur l'année 2021. Voilà. Donc, M. Bottin, je vous passe la parole. Oui. Voici donc votre cadeau de rentrée au Montargois. Cadeau que vous avez bien gardé de soumettre à leur suffrage lors des élections de juin dernier. Et pour cause, cela aurait en effet pu modifier les résultats. Les cadavres sortent des placards après l'élection. Disons-le clairement, il s'agit d'une nouvelle taxe, d'un véritable racket, d'une attaque frontale contre le pouvoir d'achat des Montargois, au moment même où ceux-ci subissent de plus en plus durement les effets de la crise économique et sociale aggravée par la Covid. Et ce, d'autant plus que le montant de cette taxe est bien trop élevé. Vu la recette escomptée de 300 000 euros par an, on comprend vite que la majorité des foyers paiera environ 80 à 100 euros par an, soit facilement 10-12 euros par mois. Une somme que de nombreux habitants ne pourront pas payer, sauf à se serrer encore davantage la ceinture. Rappelons que notre ville est la plus pauvre du Loiret et de la région centre. Les files d'attente au Resto du Cœur et dans les associations caritatives s'allongent, les impayés, difficultés de loyer et de factures énergétiques également. De plus en plus de Montargois subissent la précarité, le chômage, une perte de revenus, et votre réponse, c'est de leur faire les poches avec votre nouvelle taxe. De plus, cette taxe est la plus injuste qui soit, car elle n'est pas calculée en fonction des revenus, mais de la consommation d'électricité. Ainsi, ce sont clairement les foyers qui sont le plus mal logés dans des passoires énergétiques, ceux qui se chauffent à l'électrique parce qu'ils n'ont pas le choix,
qui vont subir de plein fouet votre nouvelle taxe. Plus les gens sont mal logés, c'est-à-dire moins ils ont de revenus, plus ils paieront. Comment justifier cette nouvelle taxe alors que tant d'argent est jeté par les fenêtres dans des travaux au coût disproportionné, le plus souvent? Le meilleur exemple est le chantier des Belles Manières et de la place de la République, qui va coûter à l'arrivée certainement près de 7 millions d'euros, soit l'équivalent de plus de 23 années de recettes de votre nouvelle taxe sur l'électricité. Mais on pourrait ajouter la passerelle inutile à la pêcherie, le port Saint-Roch avec le financement de l'agglo, donc indirectement des Montargois. On fait donc des passerelles, des ports de luxe et on demande aux Montargois de payer une nouvelle taxe. En fait, cette nouvelle taxe va surtout servir à financer vos travaux de luxe et à camoufler un peu l'augmentation à venir de l'endettement de la ville. Cela rend encore plus crédible une de nos principales propositions de campagne: réorienter les dépenses de la ville vers ce qui est utile aux habitants et à leur quotidien, et revoir le coût de certains projets. Voilà où sont les économies. Vous parlez de charges nouvelles pour justifier votre choix, et notamment la nécessité de recruter 6 policiers municipaux entre 2020 et 2021 pour compenser la perte de nombreux postes au commissariat de Montargis. Or, cela fait des années que nous démontrons que plus vous recrutez de policiers municipaux, plus l'État supprime des postes au commissariat. Trop heureux de pouvoir prendre financièrement en charge à sa place une fonction pourtant régalienne. C'est l'État qui doit assurer la sécurité et l'ordre public, et non pas les communes. Ainsi, les Montargois paient 2 fois pour les dépenses de sécurité, au niveau national et local, avec pour résultat de voir l'insécurité augmenter dans notre ville. Enfin, vous invoquez le fait que les communes voient leurs recettes stagner, tandis que leurs missions s'élargissent. C'est vrai, mais ce n'est rien d'autre que la réalisation de votre programme. Faut-il rappeler que le programme de votre parti au niveau national, j'ai été vérifié hier soir, les Républicains, propose de baisser les dépenses publiques de 20 milliards d'euros par an, et donc de faire encore plus d'économies sur le dos des communes. Faut-il également rappeler que le programme de votre candidat à la dernière présidentielle, François Fillon, proposait de faire 100 milliards d'économies sur la dépense publique en 5 ans et supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Avec un tel programme, on pourrait fermer la mairie de Montargis. En fait, vous n'assumez pas localement les conséquences de vos choix politiques nationaux, car s'applique actuellement aux communes ce que vous défendez au niveau national. Contrairement à vous, nous faisons depuis longtemps des propositions concrètes pour donner davantage de moyens aux collectivités. Nous proposons par exemple d'augmenter la DGF en créant un fonds de péréquation qui serait alimenté par la taxation à 0,3%, donc ça ne va pas les mettre à terre, des actifs financiers des entreprises. Ce fonds pourrait rapporter chaque année environ 20 milliards d'euros. Et enfin, nous proposons la création d'un fonds de soutien d'urgence doté d'un minimum de 7,5 milliards d'euros, financé par une augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières et un élargissement de son assiette, pour prendre en charge toutes les dépenses exceptionnelles des collectivités pour faire face à la pandémie. Nous préférons, nous, taxer les revenus financiers plutôt que faire les poches des contribuables en créant votre taxe sur l'électricité. Nous voterons bien évidemment contre cette délibération. Merci, monsieur Weber. Donc la décision est unilatérale. Il n'y a eu aucune présentation, aucun échange en commission. Et nous le déplorons évidemment. Chiffre à l'appui, vous auriez pu nous expliquer les perspectives chiffrées qui conduisent à chercher une nouvelle source de recettes pour la mairie. Cela aurait peut-être fini par être une décision collective, ou en tout cas partiellement collective. Devant des contraintes acceptées par tous évidemment. Et en plus, le mode de calcul de cette nouvelle taxe n'est pas présenté clairement aux élus avant le vote. C'est rien de le dire. Hein. Essayez de comprendre, c'était incompréhensible si vous êtes pensé. Je défie qui que ce soit de suivre le calcul à la lumière des informations communiquées. De plus, même si cette taxe est présente dans les villes voisines, donc Chalette, Amélie et peut-être d'autres, ce nouvel impôt, car c'en est un, n'est ni juste ni équitable. La période de crise sociale, sanitaire, économique et financière que nous traversons, en ce moment, n'est pas du tout propice à un nouvel impôt. De plus, cette taxe est indexée sur notre consommation électrique, et évidemment qui va payer plus, comme l'a souligné M. Le Tain, les locataires de passoires thermiques chauffés par grille-pain de lait résistance qui consomment énormément. Ces foyers sont pour certains déjà en précarité énergétique. Et juste une petite question, comment seront taxés les professionnels? La question se pose. À quoi vont servir les 300 000 euros récupérés de cette manière? J'ai entendu ce que vous avez préalablement dit. Toutefois, cet impôt devrait servir à accompagner les ménages en précarité énergétique ou à provisionner pour les travaux de rénovation énergétique de nos bâtiments communaux. Ce serait une vraie logique. Si en fin de compte, c'est pour faire un virement à la section d'investissement et financer les pavés de la place de la République, qui seront mal employés d'ici 1 an ou 2, l'expérience le démontre, c'est long évidemment.
Si la ville a tant besoin de nouvelles pistes de recettes en raison d'une situation ou d'une gestion difficile, voici une piste en tout cas. Nous pourrions par exemple n'installer la patinoire qu'une année sur 3, et uniquement celle où nous sommes les premiers à partir en vacances, en février. Par exemple, et puis on pourrait réfléchir à d'autres solutions. Enfin, en conclusion, je propose que seuls les conseillers qui habitent à Montargis votent cette délibération. Parce que voter en faveur d'une taxe que l'on ne paie pas, ça donne vraiment à réfléchir. Bon, merci. Écoutez, cette taxe, elle est votée sur la base, sur la base de 0,75 centimes, sur laquelle s'applique par mégawattheure, sur lequel s'applique un coefficient. Alors, pour le département, c'est 4,50, pour nous c'est 1,50, et ça donne un prix de 0,0. 6 centimes et demi. C'est vraiment pas simple. 60 euros par mégawattheure, voilà. Donc voilà, je calcule l'autre jour, écoutez, ça a été proposé par la direction financière de la ville, et bien entendu, vu l'impasse dans laquelle on est l'an prochain, que je ne peux pas me permettre de différer cette augmentation. D'autant plus que là, en général, M. Martin et M. Weber, vous semblez confondre le fonctionnement et l'investissement. L'investissement est financé par d'autres canaux. Là, je vous parle de fonctionnement. On parle de salaire des policiers, quand on parle de travaux d'isolation, c'est du fonctionnement. Donc on ne peut pas du tout mélanger les deux, et cette recette est une recette de fonctionnement. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie pour vos observations. C'est parce que c'est été dit. Comment On ne mélange pas le fonctionnement, on sait que c'est lié. On sait que les choses sont liées. Les dépenses, par exemple, dans les contrats Macron, pour bénéficier des aides de l'État sur l'investissement, il fallait faire des économies sur le fonctionnement. On sait bien que les choses sont liées. On sait bien que là, ce n'est pas les mêmes canaux, évidemment, mais tout ça est lié à votre politique globale. Très bien. Je vous remercie, monsieur d'intervention, monsieur Weber aussi. Donc je me vois qui est contre, donc toute l'opposition, et qui est pour la majorité. Merci. Dossier numéro 5, nomination de M. Grégoire Lévesque, citoyen d'honneur de la ville de Montargis. Alors, nous souhaitons honorer aujourd'hui les personnalités montargoises qui incarnent l'histoire des descendants des Cosaques zaporozhs de Montargois. Pendant la Première Guerre mondiale, alors la révolution russe d'octobre 17, de nombreux combattants russes sont morts pour la France aux côtés des troupes françaises. Dans les années 1920, plus de 1200 émigrés slaves, principalement ukrainiens, sont venus travailler chez Son et vivre à Montargis et dans l'agglomération. 40% d'entre eux étaient des Cosaques du Don. Nous fêtons cette année le 100e anniversaire de cet épisode. Les descendants sont nombreux aujourd'hui à vivre dans notre agglomération. M. Grégoire Lévesque est arrivé dans le Montargois en 1948 avec ses parents et son frère. De par son implication dans la vie locale et par le travail de mémoire envers le peuple cosaque, il est l'un des descendants les plus reconnus. C'est aussi une personnalité honorée par ses pairs et au plus haut rang des institutions politiques culturelles de l'année. M. Grégoire Lévesque est créateur et directeur de compagnie de danse cosaque, les ballets Zaporog, président de l'association des Cosaques ukrainiens en France, général notamment de Cosaques ukrainiens en France, maître émérite des arts de l'Ukraine, artiste émérite populaire de l'Ukraine, président de l'association Opération Enfants de Tchernobyl en France, et co-organisateur des festivités de Noël 2019 sur le thème du Noël slave et ukrainien. Il a reçu la médaille de la ville de Montargis le 20 décembre 2019. Il a proposé au conseil municipal la nomination de M. Grégoire Lévesque au titre de citoyen de la ville de Montargis. Monsieur Nata. Oui, nous allons nous abstenir parce que, bon, c'est pas pour minimiser les mérites de M. Lévesque, la coutume part, une demi-page, mettre les mérites des arts en Ukraine, etc. Il y a une série de distinctions. Certes, c'est le lien avec la ville de Montargis qu'on ne comprend pas très bien. On voit bien qu'il a fait organiser les festivités de Noël en 2019, mais à ce titre-là, on pourrait mettre beaucoup de Montargois citoyens d'honneur. Citoyen d'honneur, c'est quand même quelque chose de particulier, en plus que M. Lévesque la médaille de la ville de Montargis, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça suffit? Vous voyez, il y a plein d'autres critères qui pourraient faire que d'autres Montargois, notamment ceux qui œuvrent, je ne sais pas, dans le social, des médecins, ou des choses comme ça, des écrivains, des musiciens, des travailleurs sociaux, pourraient tout à fait avoir le titre de citoyen d'honneur de la ville. Donc quel est le lien précis qu'on peut faire en plus avec Montargis? Parce que c'est quelqu'un qui a souvent longtemps travaillé, c'est la ville là-bas, d'ailleurs, c'était la ville de Chalais. Il ne vous échappera pas, mais vous n'êtes pas un Montargois très ancien, c'est pour ça. Vous auriez vécu à Montargis comme moi, vous vous rappelleriez la magie du spectacle des ballets Zaporog qui était Montargois. C'est pas ça. Non, mais attendez. Je tiens à souligner la compagnie qui avait créé le Grégoire Lévesque avec les ballets Zaporog vers l'ancienne clinique, vers la clinique dans
dans les prés, là où il y avait les chevaux, c'était là que ça se passait, et c'était vraiment des gens très actifs qui ont laissé au Montarbois. J'en vois quelques-uns après dans la salle qui se rappellent des dispensation des belles aporogues. C'était avant Paris, ça se passait, et c'était un moment extraordinaire. Toute notre enfance a été versée par ces activités-là qui revenaient assez souvent. Monsieur Laïc a besoin de reconnaissance. Je pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas eu localement. Donc la ville de Montargis, pour l'agglomération Montarbois, si vous voulez, un peu pour la ville de Chalette, un peu pour tout le monde, reconnaît ses qualités, et je crois qu'on le fait aujourd'hui. Vous me dites qu'il n'y a pas de Montarbois, je n'en connais qu'un autre, moi citoyen d'honneur, c'est l'ambassadeur de Chine en France, qui est parti l'an dernier, et on a fait citoyen d'honneur aussi à son départ. Il n'est pas Montarbois non plus, mais il a hérité de Montargis, donc on lui a rendu aussi un hommage, non pas pour ses qualités d'ambassadeur chinois, mais pour le travail de mise en relation qu'il a fait avec la ville. C'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup, comme M. Grégoire Légotu nous apporte beaucoup, et nous sommes tout à fait impliqués dans cette affaire. Et quand mon cabinet m'a proposé cette proposition, j'ai dit bien entendu, tout à fait d'accord, et le conseil, la partie majoritaire du conseil municipal s'est proposé aussi d'accepter cette proposition, et on l'accepte aujourd'hui. Et c'est un honneur pour nous de lui donner bientôt un diplôme de la part du conseil municipal. C'est un diplôme, c'est pas un chèque, c'est pas une dépense, c'est une reconnaissance morale, monsieur Dautin. Ne soyons pas trop difficiles. Voilà. Donc je mets au voix cette délibération, ce qui apporte son compte, qui s'abstiennent. Donc ils s'abstiennent toute l'opposition, je vous remercie. Dossier numéro 6, donc c'est pour c'est moi. La libération du 16 décembre 2009 désignant Mme Rispal Céline, responsable des services de la commande publique, comme membre titulaire, et Mme Joannet comme membre suppléant pour représenter la commune à l'Assemblée générale d'Aprolis, centrale d'achat. Il est proposé de procéder à une nouvelle désignation. On avait dit qui, j'ai plus le nom en tête. Hein? C'est Mme Chénois. Bon, voilà, Mme Chénois. Excuse, on n'a pas noté ça dans la feuille. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. On propose de mettre Mme Chénois comme représentante de la ville, comme membre suppléant de la centrale d'achat à Prolis. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent, qui sont contre? Alors attention. Donc le groupe de M. Dautin et les autres sont pour. Merci. La création de la commission éthique et transparence. Bon, alors la dimension éthique est une préoccupation croissante de nos citoyens. La suspicion sur la probité des élus contribue au délivrement de leur action au service de l'intérêt général et affaiblit la République. Les élus s'engagent au quotidien pour être exemplaires. Plus globalement, les services, le conseil municipal et les différentes commissions de la collectivité répondent aux exigences du Code général des collectivités territoriales, les CGCT, dans le cadre précis du suivi du contrôle au service de l'intérêt général. Chaque nouvelle installation du conseil municipal est l'occasion de s'engager à respecter la charte de l'élu local. La municipalité agit pour la transparence de son fonctionnement et de ses services. Le choix, entre autres, de la certification ISO 9001 et des audits externes répond à cette volonté. À l'occasion de ce nouveau mandat, la municipalité souhaite renforcer son dispositif avec la création d'une commission éthique et transparence. Cette commission, dont le rôle est consultatif, a pour objet de veiller au respect de la déontologie, de la transparence de l'action publique. Monsieur le maire propose que la présidence soit confiée à Mme Sarah Chibikadouri et des oppositions. Il a accepté. La commission serait composée des élus suivants: Mme Myriam Besson, élue de l'opposition, désignée par M. Weber, Mme Nadia Guidard, élue de la majorité, et M. Philippe Vareille, élu de la majorité. Des personnalités extérieures: Mme Olwen Ricoire, salut, vice-présidente de l'association de l'Union 4 à Rennes 120, Maître Annick Piastra, juriste, et qui a bien voulu rejoindre aussi cette commission. Et les cadres de la mairie seront à disposition de la commission: Mme Nathalie Laurent, directrice générale, M. Thibault Charles, DRH et directeur général adjoint, bientôt, et M. Stéphane Poisson, mon chef de cabinet. Le maire qui n'y siège pas installera cette commission éthique et transparence prochainement. La commission définira son fonctionnement à travers son règlement intérieur. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la création et la composition de la commission éthique et transparence dans les conditions proposées. Monsieur Weber. La bis repetita avec la TCCFE, hein, c'est une commission éthique et transparente. On dit qu'il y a transparence.
Donc nous sommes ravis en tout cas de la mise en place de cette commission éthique et transparente, d'autant plus que rien n'a été discuté en commission. Absolument rien. Notamment, rien que la base, le choix de la présidente. Même si nous sommes certains que M. Diff fera un excellent travail et sera une excellente présidente, on aurait aimé être associé à la réflexion et à la mise en œuvre et à la mise en place de cette commission dite de transparence. Voilà. Bien, en tout cas, maintenant que cette commission va bientôt être installée, le dossier en attente de M. Joseph, je pense, doit être étudié dans les plus brefs délais pour sortir de cette situation calamiteuse dans laquelle nous nous trouvons. Et je pense que cette commission pourrait avoir son mot à dire et travailler sur ce dossier. Madame. La création d'une commission éthique est une excellente nouvelle pour la ville de Montargis, notamment au vu des événements regrettables qui se sont produits récemment et qui sont déjà à la connaissance de toutes et tous présents ici, mais également à la connaissance de l'ensemble de nos concitoyens montargois. Il est important de rappeler que les élus ont une obligation de probité et que les atteintes à cette probité ternissent l'image et la réputation du service public aux yeux des usagers et mettent en péril le lien avec le citoyen et l'attachement aux institutions. Détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt. Ces termes sont désormais, hélas, familiers à nos oreilles et non pas plus à certains élus, lorsque notre collègue, M. Notin, s'est exprimé au conseil d'agglomération avant l'élection de notre nouveau président. Mais qu'il nous plaise ou non, ils ont été utilisés par la presse et par la justice, et ils sont désormais dans la tête des Montargois. Suite aux lourdes erreurs commises, erreurs que nous ne devons en rien minimiser sous prétexte que certains d'entre nous travaillent ensemble depuis des années, il est donc de notre responsabilité de regagner la confiance des Montargois, qui se méfient désormais des politiques et qui le démontrent souvent par leur abstention. Regagner cette confiance ne va pas être simple. Les Montargois ne sont pas dupes, car la création d'une commission éthique qui serait une coquille vide est inutile. Il est donc évident qu'il va nous falloir exiger des mesures strictes pour prouver que notre rôle est de servir la ville et non de nous en servir, car oui, notre intégrité est désormais à prouver. La commission éthique devra donc disposer de moyens suffisants qui lui permettront de remplir complètement et efficacement ses objectifs. Et je peux vous garantir que ni la ferveur, ni la détermination ne nous manqueront pour que les mesures soient appliquées strictement et pour que les objectifs soient atteints. Il me semble évident que nous ne pourrons pas nous contenter de déclarations de principe, comme la rédaction d'une charte de valeurs pour les élus rappelant les évidences et obligations. Bien au contraire, de cette commission doivent sortir des mesures qui engagent les élus et s'imposent à eux. Il faudra davantage sensibiliser les élus au risque d'atteinte à la probité et clarifier les risques encourus. Rédiger un règlement explicite de la commission d'appel d'offres, améliorer l'information des élus, avoir connaissance de la composition du conseil d'administration des entreprises avec lesquelles la ville passe des marchés publics, exiger une déclaration d'intérêt des élus afin d'exposer exactement dans quelles entreprises, sociétés et associations ces élus ont des intérêts, désigner un fonctionnaire référent en mairie. Non, ces exigences ne sont pas immodérées. C'est une tâche qu'il ne faut ni sous-estimer ni négliger, car elle est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de la démocratie. Par conséquent, les membres de cette commission doivent d'ores et déjà savoir qu'il faudra se réunir régulièrement pour remplir ses missions. Si cette commission éthique ne dispose pas des moyens nécessaires pour remplir ses missions réelles, je n'hésiterai à aucun moment à faire preuve de la plus grande transparence pour dire les choses publiquement, en temps et en heure. Monsieur le maire, suite à votre appel téléphonique en date du 10 septembre 2020, je me permets de répéter devant toutes et tous ici ce que je vous ai répondu suite à votre proposition. S'agissant d'une conversation sur ma ligne personnelle, je ne me permettrai pas de divulguer le contenu de vos propos. Cependant, je peux répéter les miens. Je mesure la responsabilité de la présidence à la commission éthique et je suis prête à titre personnel à en assumer les fonctions. Toutefois, je vous demanderai à l'avenir de bien vouloir m'adresser vos propositions par courrier électronique, surtout lorsqu'elles nous concernent tous et qu'elles sont de cette importance, en mettant en copie les collègues élus de mon groupe, car nous travaillons en toute transparence et mettons un point d'honneur à prendre toutes les décisions ensemble. Merci. Bon, Madame Chicadori, j'apprécie votre ton, peut-être pas vos conseils, parce que le téléphone est pour moi un moyen d'échanger qui est très humain, et celui d'un email est beaucoup plus fort, donc je continuerai à vous appeler comme je vous ai dit. Voilà. Ceci étant, donc je mets aux voix la composition de cette commission. Est-ce que les gens sont en abstention? Contre? Eh bien, je vous remercie, elle est décidée et mise en place à
Unanimité. Alors, Monsieur Delange, le dossier numéro 9, la patinoire. On parlait, M. Weber. Vous pouvez pouvoir patiner cet hiver. Ah, il y a une nuit à 9, excusez-moi. Convention passée avec là, parce que encore moi. Bon. Donc, il y a une convention cadre qui a été signée dans le cadre de l'aménagement du port de Plaisance Saint-Roch. Le point avenant à cette convention est destiné à préciser les conditions de remboursement des dépenses engagées par la commune au compte de la BLO. Montarbois, cette opération de requalification pour Saint-Roch étant assujettie à la TVA. Ça fait échapper pour qu'on puisse récupérer la TVA et que là, pour faire les opérer, pour les conseils municipaux de devoir autoriser à signer l'agent numéro 1 de la convention interne pour l'opération de requalification du port Saint-Roch. Voilà. Est-ce que M. Bottin? Oui, nous nous abstiendrons simplement parce que nous ne sommes pas favorables à ce projet. Nous l'avons déjà dit, donc les libérations qui ont projet de luxe, qui n'est pas une priorité pour la France de la France. Très bien. Qui Ça s'abstient? réserve la taxe sur l'électricité. Qui s'abstient? Voilà. Les gens contre? Je vous remercie. Monsieur Delors, la patinoire. Donc, cette année sera donc une nouvelle fois mise à l'honneur la patinoire à Montargis. Donc, nous allons vous donner les fixations des tarifs pour la saison 2020-2021. Donc, il convient de fixer les tarifs de la patinoire qui sera installée comme les années précédentes, place du bâti devant la Poste, du 19 décembre 2020 au 7 mars 2021. Les tarifs proposés sont identiques à ceux de l'année dernière. Donc, les enfants de moins de 12 ans, à l'unité 3 €, carnet de 10 non dissociable remboursable 25 €, les adultes 5 € l'unité, 45 € le carnet de 10. Les services municipaux, comités d'entreprise, associations, communes, enfants de moins de 12 ans, le carnet de 10 sera 25 €, adultes 30 €. Les emplacements publicitaires 2 mètres sur 0,60 en quadrille, composition comprise. Sur le pourtour intérieur de la patinoire, 600 € hors taxe. Sur la face extérieure, grand côté, 700 € hors taxe. Sur les faces extérieures, 550 € hors taxe. Les soirées privées classiques de 19h30 à 22h seront facturées 420 € hors taxe. Les soirées COS Mairie de Montargis du vendredi 20 décembre sera gratuite. Les annonces publicitaires audio sur la patinoire à forfait de 150 € avec 6 annonces par jour sur 7 jours. Le message sera fourni par l'annonceur. Les annonces publicitaires audio des tickets, 10 000 minimum, 700 € hors taxe. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette monsieur le maire? C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Compte tenu du réchauffement climatique et des dépenses qui s'accroissent d'année en année pour maintenir la patinoire active tout l'hiver, la TCCFE ne sera pas trop. Croyez-moi. Pourvu que l'hiver prochain soit extrêmement rude. Merci. Alors, je mets aux voix. Donc là, c'est le tarif. Hein. On parlera de la patinoire plus tard, le prochain conseil. Nous parlerons du choix de la société qui a changé. C'est plus une Atlas, c'est une nouvelle société là, qui a été choisie. Voilà. On vous dira la prochaine. Alors, je me vois qui est contre ce tarif, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, fixation des locations des chalets, M. Ballet, pour le marché de Noël 2020. Oui, donc c'est une première cette année qui vous est présentée depuis que nous sommes élus à la ville de Montargis. Toujours dans un souci d'animer la ville, nous avons pensé cette année à réaliser un marché de Noël. Je dis bien nous sommes susceptibles de le faire, mais il n'en est pas sûr pour l'instant. Pourquoi? Parce que tout dépendra aujourd'hui des participants. Les participants pour ce marché, donc, il s'agit aujourd'hui de voter les locations de chalets et ça sera sur une période du 11 au 24 décembre et nous avons souhaité le faire aux belles manières puisque nous allons bénéficier d'une place qui est largement suffisante pour le faire. Donc là, pour cette année, il s'agit d'une vingtaine de participants. Si toutefois nous atteignons donc les 20 participants, ce marché de Noël se fera. Donc pour les chalets qui sont des 3 par 2, pour des commerçants alimentaires, il s'agit de coter la somme de 100 € par jour, et pour les artisans, 50 € par jour. Voilà, donc je demande au Conseil de se prononcer sur ces tarifs.
Oui. Si on trouve que l'idée du marché de Noël est une bonne idée, il y a quand même pas mal de questions qui découlent de cette délibération. Pourquoi cette différence de tarif entre les commerçants alimentaires et les artisans? Quel est le coût pour la ville? Avez-vous prévu de réserver des chalets pour les associations montardoises, comme ça se fait dans de nombreuses villes? Et puis, pourquoi cet entachement? On trouve qu'il serait plus logique de placer ce marché temporaire aux alentours du jardin du Papy, sur l'esplanade qui va de la Poste jusqu'au Tivoli, y compris dans la salle des fêtes. Plus de possibilités de stationnement pour les visiteurs et pour les clients, plus de cohérence en matière d'animation, avec notamment la patinoire qui arrive après et la fête foraine. Et puis c'est situé à un endroit carrefour et de tous les passages à Montargis qu'on nous parlera lorsque on vient à Montargis dans la ville. Voilà, donc en détail, il y a d'autres questions pour nous et nous nous abstiendrons. Bon, c'est bien, alors il faut que je réponde à la question quand même. Bon. Le choix des belles manières est qu'on est plus intégré dans l'hypercentre commercial en disant le périmètre de la ville, entre le rempart et le canal, si vous voulez, ça permet effectivement d'avoir une accessibilité plus intéressante entre les parkings et il y a plus de trafic qui sont là. L'espace devant le Papy n'est pas fait pour ça. Il n'y a aucun changement électrique qui a été prévu, aucune arrivée d'eau, c'est un petit peu plus compliqué. D'autre part, le budget pour la ville a été estimé à peu près à 50 000 €, avec 21 000 € des exposants, et puis 2 fois 8 000 € de la région centre et de l'agglomération montardoise qu'on va voter, et subvention d'équilibre de la ville de 13 000 €. Donc pour le moment, dans ce premier schéma, on estime à peu près à 13 000 € le coût pour la ville. Alors les chalets pour l'association, il y aura bien entendu des associations qui seront associées à l'animation. Il y aura beaucoup de choses qui vont être faites là-dessus. Il y aura des démonstrations alimentaires aussi. Pourquoi le coût alimentaire et le coût artisan? Parce que c'est ce qui se passe un peu à Orléans. Il y a un prix qui est du simple et aussi. On a regardé les prix dans les marchés de Noël, c'est souvent un petit peu ça. Les commerces alimentaires font un chiffre d'affaires plus important en Noël, il y a plus de turnover. Donc les commerçants peuvent faire un effort un peu supplémentaire quand il s'agit de produits alimentaires. Voilà. On n'a aucune indication actuellement de la qualité de l'intervention, de principe. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être venir. Il y a beaucoup d'élévations ailleurs d'opérations de Noël. Il y a des gros salons qui sautent, des salons parisiens sautés. Il y a des gens qui ont besoin, des producteurs locaux ont besoin de retrouver de l'activité. Et c'est vrai que pour eux, ça sera peut-être une bouée de sauvetage pour certains pour la fin de l'année. J'ai rencontré des gens de la Chambre d'agriculture tout à l'heure qui se posent un peu des questions pour la fin de l'année. Il n'y aura pas de salon d'agriculture non plus. Donc ça fait beaucoup de choses en moins. Il n'y aura pas de agricole, il n'y aura pas de produits primés. Donc c'est très très handicapant pour l'activité économique aussi. Donc toutes ces équipes-là sont peut-être prêtes à faire un effort pour venir au marché de Noël et du Montargis. Voilà, écoutez, je mets aux voix. Alors, il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent. Je vous remercie. Prolongation de la période de remboursement du spectacle et remplacement du Panama, annulé en raison de Covid, qui était prévu le dimanche 4 mars, c'était le 3e théâtre. Donc, je vois le 4e théâtre, le boulevard en janvier, février et mars, on pensait qu'on peut plus jouer. Ça a été joué au mois de septembre. Il y avait un peu moins de monde, il y avait 500 personnes, un peu moins de 500 personnes. Donc, il y a des gens qui ont été remboursés, d'autres qui n'ont pas été. Et donc, on propose de repousser au 15 mars, de repousser la date de remboursement d'une manière un petit peu plus longue, jusqu'au 15 octobre. Voilà. Il y a quelqu'un qui est sur l'exemple? Ça fait personne. Est-ce que quelqu'un veut s'abstenir là-dessus? Je vous remercie. Madame Boudré, dossier numéro 12, dénomination durable, relais petite enfance. Donc le relais petite enfance, relais assistante maternelle, qu'on reconnaît aujourd'hui sous la dénomination durable, va devenir le relais petite enfance de Montargis. La dénomination était trop restrictive, elle ne mentionnait que le métier d'assistante maternelle et ne permettait pas au public de cerner les missions qui lui étaient dévolues. En 2017, la Caisse nationale des allocations familiales déclinait la mission du relais autour de 2 axes, notamment la mission d'information en direction des parents et des professionnels et d'offrir un cadre de rencontre et d'échange de pratiques professionnelles. La nouvelle appellation relais petite enfance permettra à l'ensemble du public, les parents, les professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, de mieux le repérer dans sa mission d'information centrale avec le développement de la mission guichet unique pour informer et orienter les familles.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Voilà. Bon, est-ce que tout le monde est d'accord pour cette dénomination? Je vous remercie. Modification du tableau d'effectifs, création de poste. Il s'agit simplement de se mettre en adéquation avec le... Ah, mais je peux là, oh là 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 là. Le pauvre. Le dispositif orchestre à l'école, excusez-moi. Alors, nous proposons d'ajouter à les grilles tarifaires du conservatoire à rayonnement communal un tarif spécifiquement destiné aux enfants provenant du dispositif orchestre à l'école. Le dispositif orchestre à l'école est porté par l'Association nationale des orchestres à l'école qui précise le cadre réglementaire et fournit les instruments de musique assistés des communes qui reçoivent ce dispositif dans les écoles et fait des professeurs. Le conservatoire assure par l'intermédiaire de ses professeurs la responsabilité pédagogique et artistique des cours, répétition des réalisations publiques. La ville souhaite proposer aux enfants issus de ce dispositif désirant, après un apprentissage en milieu scolaire, s'investir dans l'apprentissage au conservatoire un tarif spécifique afin de leur permettre de l'intégrer progressivement au regard de leur situation. En effet, hormis l'école Genévrier, les orchestres à l'école ne sont pas sur les territoires de la commune de Montargis et se voient appliquer bien entendu le tarif extérieur. Ce sont les communes de Chalais et de Sautoy. Le tarif proposé de 351,28 € annuel, soit une remise de 32% sur le tarif extérieur, qui sont applicables pour uniquement 2 années consécutives, uniquement. Voilà. Merci. Monsieur Malavas. Oui. Un tarif intermédiaire avec le tarif extérieur pour les enfants qui pratiquent dans le cadre de l'orchestre à l'école, c'est une bonne chose. C'est dommage qu'on n'ait pas eu de solution pour discuter de ce point, mais la question que je pose, c'est pourquoi 2 ans? Pourquoi on limite à 2 ans? Demandez au rapporteur. Alors, vous payez la prix de commission parce qu'on a... Non, on limite à 2 ans. 2 ans. À 2 ans. Parce qu'après, il faut qu'ils intègrent le conservatoire normalement. C'est pour faire la jonction entre l'orchestre à l'école, qui n'est pas forcément un apprentissage d'un instrument, c'est un apprentissage pour jouer ensemble. Donc, l'instrument proprement dit, on leur laisse 2 ans pour pouvoir s'intégrer s'ils veulent rester ou pas. C'est plus public, après que j'ai compris. Oui. C'est plus public. Mais la commission, je l'ai donnée, c'était prévu. C'était prévu, on l'a oublié dans le conseil municipal, on a mis les tarifs de celui du mois de juin, on avait oublié ça. Voilà. Voilà. Qui s'abstiennent. Je vous remercie. Le tableau des effectifs, c'est une adaptation de la situation. Donc, il faut créer un poste de technique à de cette classe, pour un poste créé, et un poste d'adset principal. Donc, voilà, sur 14 postes créés. Donc, je vous rappelle que vous avez des postes cette année, mais on fait le ménage aussi en fin d'année, en général, une commission qui propose d'éliminer tous les postes qui ne servent à rien, c'est souvent une promotion, une nouvelle embauche, pour créer des postes. Mais en général, il y a un poste qui s'est libéré d'ailleurs dans d'autres camps. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en rendent et qui s'abstiennent? Je vous remercie. Fixation des indemnités de fonction du maire des agents conseils municipaux délégués. Alors, on revient sur cette délibération. On vous a remis sur table une 3e délibération. C'est vraiment, alors attention à ne pas vous confondre, c'est celle qui est écrite en bas 23% et 11,50. Hein, c'est ça? Voilà. Prenez celle-là parce que l'autre qui avait 22,10, elle a été supprimée. Donc, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu le courrier de la préfecture, comme il y a eu la bio, d'ailleurs, ils ont fait un petit contrôle des budgets votés pour les fonctions, et il apparaissait que la strate de la ville n'était pas la bonne et qu'on était dans une strate un peu différente. Donc, moyennant quoi, la somme maximum était de 12 154,38, c'est l'enveloppe globale qui est autorisée par mois, et après il faut les répartir en pourcentage entre le maire, les adjoints et les conseillers délégués. Il ne vous a pas échappé que cette année, les conseillers délégués ont eu un nouveau conseiller délégué qui n'existait pas avant, hein, et qui ont une première indemnité qui n'était pas possible, ainsi que le maire, ainsi que les adjoints. Donc on était un petit peu au-dessus. On
fait, les RH ont ajusté le tir, vous voyez. Donc, chaque élu est bien un pourcentage pour chacun. Donc, le maire est à 23% ainsi que les autres élus adjoints, sur le niveau. Monsieur Coquelin, en ancien conseiller délégué, a un statut un peu spécial parce qu'avant, il percevait une indemnité qui était équivalente à celle d'un adjoint. On l'a maintenu pour lui. Et les autres élus, nouvellement élus conseillers délégués, touchent pour 5 ans chacun de cette indemnité. Voilà, donc on est à 11 979 pour 2154. Donc vous avez le total de chacun. Alors vous me direz que le maire il a une majoration dessus de 31,85 de les élèves 2027, mais non pas les autres pays. C'est pour ça que le maire a un petit supplément par rapport aux autres. Il avait avoir un gros supplément, maintenant il a un petit supplément. Voilà. Excusez-moi. Et monsieur Le Tard. Oui, question parce que c'est difficile de s'y retrouver, hein, alors multiples versions. En 2014, on nous expliquait, maire, 90% de l'indice 2015, soit 4296,32 € par mois. Adjoint et conseiller municipal délégué, 25% de ce même indice 2015, soit 1283 € par mois. Donc là, une fois qu'on a fait le calcul de la situation actuelle, ça va faire combien pour le maire? Ça va faire combien là? Il faut une somme précise parce qu'on a du mal à se retrouver dans les calculs. Donc c'était 4296,32 € pour le maire. C'était 1283 € pour un adjoint ou un conseiller municipal délégué en 2014, c'est ce que nous avons voté. Donc qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Je pense qu'il faut l'additionner pas. Et après, en plus, il y a des majorations qui sont un petit peu quand même baroques, enfin injustes aussi, parce que chef d'arrondissement, bon d'accord, mais dotation solidarité urbaine et cohésion sociale, elle est justifiée par le fait qu'on est victime. Donc du coup, on justifie ça du fait que c'est victime pour justifier l'augmentation des indemnités. C'est un peu choquant, notamment le jour où on fait voter les taxes d'électricité pour les citoyens de façon symbolique. Alors j'attends que vous me donniez le chiffre précis, mais on aurait pu au minimum ne pas avoir d'augmentation et voire même baisser un peu les indemnités. C'est un mètre 416 €. Il a dit 416 € alors qu'il avait donné des bénéficiaires. Combien? 1416 €. Qui ça? Le maire, c'est moi. Mais au final, avec les majorations, ça fait combien? C'est ça? 1416. 1416 avec toutes les majorations. Il faut additionner 3 chiffres, monsieur Zotin. Ça veut faire, non? Il n'y a rien qui est clair dans cette libération. Les adjoints, la voisine, madame Joly, elle a 1250, voilà. Elle a 1250 et moi j'ai 1416. Oui, vous n'êtes ça. Oui. Oh, ça c'est. Voilà. Voilà. On enverra la commutation de paye, ce que vous voulez. Comment? Vous avez la commutation de paye? Et là, j'allais dans son plus Bon, un calcul par rapport à. Non, c'est plus. Parce qu'à un moment, on a un calcul d'une certaine façon, maintenant, mais Eh bien, le calcul est fait en fonction des remarques qui sont faites par la préfecture. non, mais certes, mais c'est toujours la même question de la clarté des délibérations. Ça va dans plein d'éléments. Est-ce que c'est compliqué de nous dire c'était telle somme, finalement ça fera telle somme, on fait le calcul pour la quantité? Je l'ai la somme d'avant. Bah, vous l'avez, mais on ne l'a pas. Il faut plonger, il faut. Vous l'avez déjà voté, final. Alors, le 14 mai 2018. On vient l'avoir aujourd'hui. Bon, voilà. Le maire Benoît Dijon. Mais si je l'ai sur aujourd'hui, je ne peux pas travailler. Le maire Benoît Dijon touchait 2351 €. Le 15 juillet 2020, il touchait 2362 €. Et aujourd'hui, je passe à 1417,54. J'appelle ça Une économie. Voilà. Un adjoint au président en mai 2018 touchait 1306 €. En juillet dernier, 1312. Là, ils sont tombés à 1252. Voilà. C'est tout parce que les autres n'avaient pas de. Du coup, ça fait moins parce qu'il y a plus de conseillers municipaux délégués. Alors, les conseillers délégués, c'est ça. Les conseillers délégués en juillet dernier touchaient 682. Et là, ils vont toucher 626. Désolé. Mais il y en a plus. Non, il y en avait autant que je l'ai depuis dernier. Non, c'est parce qu'on dépassait l'enveloppe. On était à 20 000 €, à 15 000 €, pardon, sans réservation au lieu de 1154 qui sont autorisés. Donc on s'est remis à 2154, la TRH va faire un appel à
voir dans les villes et certains endroits, parce que la Lou a eu la même remarque. Hein. Il y a eu la même manie à l'eau de la dernière fois, parce que pas, mais et j'ai entendu ça. Voilà, donc c'est une mesure raisonnable et légale. Donc je vous demande, bien entendu, d'accepter cette délibération que les gens qui sont contre, qui s'abstiennent. C'est gentil, merci. Bon, alors, j'ai deux dossiers cités. Le premier qui est une mesure de soutien à la société Suez dans sa configuration actuelle. Nous avons reçu des délégués de la CFDT de Suez de demande. Nous avons reçu la copie de la lettre du président de Veolia, Jean-Paul Frérot, qui annonçait effectivement qu'il souhaitait entamer, c'était fin août ça, une OPA amicale de son point de vue, mais qui est jugée comme une amicale de Suez, sur les 29,90% d'actions Suez qui sont détenues par Engie, et dont Engie veut se défaire pour récupérer les liquidités. Les salariés de Suez se sont tout à fait révoltés à cette vue, puisque actuellement, Veolia et Suez sont deux sociétés qui ont environ 150 ans l'une et l'autre, à peu près, entre 150 et 170 ans. Suez est issue du PDA de Suez, ça a été maintenant finalement décès, un fait formidable de l'histoire. Et Veolia, c'était la compagnie générale des eaux, et Suez, c'était la Lyonnaise des eaux à Montargis, qui était connu d'un spécialiste français de l'eau, de l'assainissement, et qui a fait Flores depuis très longues années. Ces sociétés, Suez et Générale des eaux, ont été sorties, sont devenues, enfin, Lyonnaise des eaux et Générale des eaux, ce sont devenus Veolia et Suez, et sont devenus les champions français mondiaux. Il y a deux sociétés en revenant dans le monde, c'est ces deux-là. Vous avez dans le transport le même parallélisme entre Keolis, une filiale de SNCF, et Transdev, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui sont des spécialistes mondiaux des transports urbains. Keolis, Paris, et Transdev, et d'autres villes aussi, sont des spécialistes mondiaux. On les retrouve en Australie, on les retrouve aux États-Unis, on les retrouve en Angleterre, dans le monde entier, qui sont présents, soit par le métro, soit par le bus, soit par d'autres activités en commun. Ces champions français, il est souhaitable de conserver leur côté binaire. Parce que mettre ces deux sociétés ensemble, ça veut dire qu'on va être obligé de les démanteler, et c'est ce que Veolia a dit dans sa lettre, que s'ils vont récupérer la Suez, ils vont être obligés de revendre l'état d'activité pour ne pas être en concurrence, pour rester en concurrence, et pas être en situation de monopole. C'est une loi qui existe au niveau de l'Europe, donc ça veut dire démantèlement du groupe Suez. Une partie des activités de Suez et d'annonce sera vendue à une société à fonds de pension français, bien sûr, européenne, qui s'appelle Meridiam, mais qui ne rassure pas du tout. Quand les fonds de pension commencent à restaurer dans les affaires, c'est pour tirer des barres du feu, et ce n'est pas les centaines de milliers d'employés de Suez et de Veolia, puisque Suez et Veolia emploient tous les deux 270 000 salariés dans le monde, dont 80 000 en France. C'est pour vous dire la taille de ces sociétés-là. Alors, on a été effectivement à l'écoute. En plus, effectivement, à Montargis, on est très impliqué avec la Lyonnaise des eaux, qui est historiquement installée depuis Christ, qui avait sa direction régionale, qui allait depuis la Bretagne jusqu'à Chamonix à l'époque. C'était une direction très importante. Actuellement, je crois que c'est 80, aujourd'hui 70 à peu près, sur le site de Montargis. Et nous souhaitons effectivement prendre la mesure et la défense de cette société qui, à la veille d'un démantèlement, et le fait que le Premier ministre ait reçu à la droite le président de Veolia pour lui dire que c'est une très bonne idée, on n'a pas mesuré ce qui se passait. Je crois que M. Le Maire a pris une distance par rapport au Premier ministre et maintenant la position du gouvernement est en train d'être revue. Le président de Honoré Belgique a pris ce matin une tribune aussi en disant qu'il ne faut pas accepter de démonter Suez, et c'est un peu le sens de la mission que nous propose de prendre aujourd'hui. Donc fin août, nous apprenons que Veolia, champion français de l'eau, assainissement et traitement des déchets, se proposait en rachetant 30% des actions de son concurrent Suez, détenues par Engie, de démonter le groupe Suez. Nous avons en France depuis 170 ans deux champions internationaux de l'eau qui sont historiquement la Lyonnaise des eaux devenue Suez et la Générale des eaux devenue Veolia. La réaction du président de Suez ne s'est pas fait attendre.
2 champions sont des spécialistes mondiaux dans leur métier et emploient 270 000 salariés dans le monde pour 80 000. L'addition des deux se terminera par une soustraction, car entre les démantèlements et les licenciements, c'est la France qui perdra. Quand les 2 champions s'affrontent dans un appel d'offres, c'est un des deux qui le remporte, dans une majorité des cas. En cas de succès de l'OPA, il n'y aura plus qu'un seul champion, et cela provoquera l'émergence de nouveaux concurrents qui à terme viendront affaiblir notre pays. Avons-nous besoin de prendre ce type de risque alors que rien ne l'impose? Non, la situation post-Covid-19 est assez inquiétante. Pour rajouter de l'angoisse à l'angoisse des salariés. C'est pourquoi le Conseil municipal de Montargis souhaite apporter son total soutien à la société Suez et à ses salariés afin que d'autres solutions soient trouvées par l'État pour la vente des actions Suez et détenues par l'Engie. Alors, je vais dire à M. l'État, une petite précision pour les délégués syndicaux de la CFDT qui ont une réponse de la commune de ma part, en leur disant que, bien entendu, j'ai été choqué en tant que maire, mais nous apporterions une réponse au Conseil municipal. La deuxième chose que nous allons faire, c'est que demain, j'aurais proposé de venir s'installer aux belles manières, et on mettra marché de Noël au début des premières maisons dans le virage, pour qu'on puisse distribuer quelques documents comme tract à la population, qu'on puisse éventuellement signer. Moi, je vais rentrer entre 10h et 10h15 à peu près, avant que je les dise ici. Madame Jubaud nous a signalé que ça va vers 10h, avant que nous serons par les conseils municipaux, ceux qui le veulent, passeront le temps de la journée pour apporter notre soutien. Je pense que ça va se faire. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, et je donne la parole bien sûr à M. Leblanc. Oui, soutien aux salariés, bien évidemment, face à un éventuel plan de destruction d'emploi qui n'est rien d'autre que la logique du système, c'est de la concurrence, des profits, du libéralisme, etc. Là, on voit les conséquences, les grands groupes quasi monopolistiques qui s'affrontent pour obtenir un monopole sur un marché, avec toutes les conséquences en termes d'emploi, de salaire, de conditions de travail, etc. Donc on voit les conséquences de votre système. Donc après choisir Suez contre Veolia, franchement c'est deux groupes qui ont une très bonne réputation politique humaine au niveau de l'eau, de nombreuses associations de l'eau luttent contre ces gros groupes. Nous ici, nous défendons depuis des années l'idée d'une régie publique de l'eau, parce que c'est évidemment ça qui nous permet de maintenir l'emploi, entre autres qualité. Cette régie publique de l'eau, l'eau qui est moins chère, de meilleure qualité et une meilleure maîtrise par la collectivité, parce que demain, avec une OPA, si par exemple Veolia prend le dessus et absorbe Suez, il y aura certainement des destructions d'emploi, on aura des conséquences à Montargis, vous ne pourrez strictement rien y faire, puisque vous avez signé un contrat avec eux. Donc on ne maîtrise plus l'emploi, on ne maîtrise plus les moyens qui vont être alloués pour la réalisation du contrat. Donc nous sommes favorables à notre régie publique de l'eau, et on ne résout pas tous ces problèmes. Surtout qu'un domaine comme l'eau, c'est vraiment, et l'avenir va nous démontrer, malheureusement, le pire empire, l'eau va devenir un bien de plus en plus rare, ça ne peut pas être laissé aux intérêts privés, ça ne peut pas être laissé à la voie du profit, ça doit être géré de façon publique. Donc ce soir, nous ne pouvons pas choisir un contour. Par contre, la logique, nous la dénonçons. Bien évidemment, nous la dénonçons, cette logique de prédation et d'absorption, de fusion-absorption. Et nous voulons défendre l'emploi. Mais on ne peut pas choisir l'un contre l'autre, on a eu là, nous allons nous abstenir. D'accord. Bon, ben, je mets au voix. Donc, qui s'abstient? Voilà, et la majorité se propose. Je vous remercie. Donc, monsieur le maire, vous aviez une motion sur Hutchinson? Oui. On l'a pas eu? Comment? On va tout savoir. Ah bah oui, je peux l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Les dirigeants de Hutchinson viennent d'annoncer la suppression de 255 emplois HLM. 30% de l'effectif ouvrier est donc concerné par cette suppression de 255 emplois. Les productions risquent de cesser, ce qui conduirait à terme à la fermeture de l'usine. Ce serait une catastrophe pour notre bassin d'emploi. Ce plan de licenciement prend la forme d'un plan de départ volontaire. Mais qui peut croire qu'un salarié peut être volontaire pour être licencié? C'est un chantage à l'emploi en réalité, car ces suppressions sont injustifiées. Elles ne reposent sur aucun motif économique. Elles visent seulement à satisfaire les appétits démesurés des actionnaires. Hutchinson prend comme prétexte la pandémie de coronavirus pour pratiquer des licenciements boursiers, alors même que l'entreprise va terminer l'année avec des bénéfices. À Chalette, malgré les annonces catastrophistes et mensongères de la direction, l'activité n'a jamais cessé
même pendant le confinement. Aujourd'hui, les commandes sont tellement importantes que de nombreux intérimaires ont été recrutés. Depuis plusieurs années, Hutchinson bénéficie également des diverses aides de l'État utilisées à des fins strictement financières et non pour le développement de la production et de l'emploi en France. Le plan de licenciement actuel se situe dans une stratégie plus générale de délocalisation. Ainsi, en 4 ans, 7000 emplois ont été créés à l'étranger. La Pologne compte aujourd'hui 7 usines, la Chine 5, les États-Unis 14. Le conseil municipal de Montargis doit être solidaire des salariés d'Hutchinson et dénoncer la stratégie purement financière du groupe Hutchinson et de son propriétaire, actionnaire à 98% Total. N'oublions pas que de nombreux salariés d'Hutchinson habitent à Montargis. Mais cela ne suffit pas. Trop de responsables politiques, notamment à droite et chez les partisans de Macron, qui se ressemblent d'ailleurs de plus en plus, poussent des cris d'orfraie quand des sites ferment, mais défendent les traités européens et la mise en compétition des salariés et des territoires. Il faut dire stop au traité de libre-échange. Nous refusons d'accepter les stratégies de rentabilité financière des grandes entreprises qui détruisent la vie des gens et l'avenir des jeunes et dévastent des territoires entiers. En moyenne, un emploi industriel perdu entraîne la suppression de 1,5 emplois indirects et 3 emplois induits dans le reste de l'économie. Nous proposons, nous, un engagement pour un plan de relocalisation de la production et de développement de l'emploi, déploiement et diversification de la production sur le site d'Hutchinson Chalette. Il y a un centre de recherche à Chalette qui gère un portefeuille de 750 brevets et en découvre en moyenne 100 nouveaux chaque année. Ces fabrications doivent être produites dans l'usine de Chalette, ce qui répond à des impératifs sociaux et écologiques. L'impératif écologique doit conduire à une réorientation vers le véhicule propre, notamment l'électrique et l'hydrogène. Cela nécessite le rapatriement de production, direction assistée, diurite de refroidissement, joints d'eau, etc. Deuxième point, développement de la formation supérieure dans le Montargois. Nous proposons le renforcement de la formation professionnelle et la création d'un institut universitaire de technologie dans le Montargois pour former les jeunes et les chômeurs dans les spécialités du métier du caoutchouc. Pensons également que c'est plus au niveau national qu'il faut mettre en place une sécurité emploi-formation pour que les salariés tout au long de leur vie puissent passer de l'emploi à la formation sans perte de revenus et une véritable démocratie dans l'entreprise. Voilà ce que doivent défendre les élus locaux pour non seulement sauver, mais développer l'emploi à Hutchinson Chalette. Les emplois dans les services, l'aide à la personne et la grande distribution, souvent précaires et mal payés, ne suffiront pas pour assurer notre avenir. Il faut une véritable stratégie de reconquête industrielle dans le Montargois et développer la production à Hutchinson serait le cœur de cette reconquête. Très bien, écoutez, merci M. Notin. Je vais mettre cette proposition au voie, bien entendu, on ne peut pas vous rejoindre, parce que vous êtes toujours excessif comme d'habitude. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'avec des programmes pareils, vous ne soyez pas élus depuis longtemps, parce que c'est vraiment étonnant. Bon, c'est comme ça. Alors, je mets au voie, donc qui est pour? Voilà. Les autres s'abstiennent. 3. Voilà. Écoutez, le conseil est terminé, nous aurons... Et vous proposez quoi concrètement? Monsieur Le Prince, c'est que je le dis. Non, mais sinon, quelles sont vos propositions pour changer les choses? Vous avez le droit de d'avoir une différence. vous êtes dans un débat verbal habituel, votre majorité ne peut pas être admise. Il faut que je soigne votre texte, vous faites quelques morceaux, et j'en ferai un texte tout à fait acceptable pour tout le monde. Vous l'enverrez. Envoyez pas votre proposition. Je sais très bien faire les phrases de texte, c'est une de mes spécialités quand j'étais gamin, et j'adorais faire ça. Monsieur Weber. Oui, j'avais posé des questions par contre diverses. La première des questions que j'avais posée, c'est il faut avoir un point sur la vente du château. On a vu, je lis les 200 questions. On a vu un certain nombre d'articles. Je termine juste les 3 minutes. Allez-y. Donc on a vu beaucoup d'articles sur cette question et donc on va savoir où on reçoit à peu près. Et puis par ailleurs, c'était une demande que j'ai transmise au service, à savoir qu'un certain nombre de familles, où on a existe 19 qui sont venues ici, qui sont des écoles maternelles Giraudet élémentaires dans l'État, qui seraient intéressées dans une garderie le matin dans ces établissements. Est-ce que des solutions ont été proposées? Est-ce que des réponses ont été données aux représentants des parents d'élèves? Si d'aventure la réponse est négative. Bon, concernant l'école Saint-Louis, vous savez que le château appartient à une SCI qui est propriétaire du château, qui constitue
constitué de certains anciens élèves et qui a des intentions de résilier le bail qui est donné à l'école Saint-Louis à date de 2026. Ce qui veut dire que depuis une petite dizaine d'années, que l'école connaît cette situation, ne peut pratiquement plus investir, puisque investir dans des murs, c'est 20 ans d'amortissement, donc il n'est pas possible d'investir et l'école a subi des difficultés à cause de cette situation-là. Les œuvres diocésaines qui sont propriétaires d'une partie des murs en bas du château sont prêtes à effectivement acheter aux enchères le 29 novembre prochain, le château qui va être saisi auprès de la SCI. Pourquoi saisi? Parce qu'une SCI constituée d'anciens élèves a emprunté 600 000 € de crédit mutuel il y a une date exacte et n'a jamais remboursé. Quand vous ne remboursez pas votre prêt, qu'est-ce qui se passe avant que vous saisiez de ventes aux enchères? Les propriétaires ont cessé de protester, de faire des recours, des appels, des choses qui sont repoussées d'année en année de cette affaire-là, mais elle est arrivée puisque le 13 juillet, le tribunal judiciaire de Montargis a ordonné la vente le 29 octobre aux enchères à la salle des Cuillers, le château. Alors, bien entendu, nous sommes inquiétés de cette opération-là et nous avons pris contact avec le diocèse du Loiret qui serait l'acheteur, effectivement, des 14 000 mètres carrés à peu près de Saint-Louis. Il avait un prix de 750 000 €. Alors, la ville est déterminée sur deux points. D'abord, que l'enseignement perdure. Et la région aussi. Je rappelle que la région est propriétaire d'une partie du lycée hôtelier, puisqu'à l'extérieur, ce qu'on appelle les Louvres, avait été vendu il y a 50 ans, 40 ans, par l'association des jeunes élèves à la région du centre de Loire pour avoir un accès, construire un bâtiment qui est accolé un petit peu en arrière des bâtiments voyés de la ville. Ça, c'est le lycée hôtelier et qui est un lycée régional. Il y a un collège et une école primaire et maternelle qui existe effectivement, qui est aussi professionnel, qui est catholique et qui fait son travail aussi. Alors, ces deux établissements sont dans le même espace et déménager l'ensemble coûterait dans les 30 à 40 millions d'euros. C'est impensable, impossible. Personne n'a les fonds pour le faire. Ça voudrait dire la fin de Saint-Louis si jamais on ne donnait pas suite à tout ça. Alors, ce qui a été décidé, donc, c'est que la ville apporterait son soutien moral à l'opération jusqu'à la fin du mois d'octobre, et si jamais d'aventure un nouveau propriétaire poursuivait dans le souhait de résilier le bail de 2026, parce que là, la ville entamera une procédure d'expropriation des locaux récemment achetés et que nous pourrons acquérir pour en mettre à la disposition de Saint-Louis. Voilà ce que s'appelle la prise de responsabilité. Nous en reparlerons éventuellement à ce niveau-là, puisque la ville, pour elle, il n'est pas question d'enchérir au tribunal. Le but, c'est que ce soit une affaire diocésaine à travers une association qui s'appelle Culture et Promotion, qui est l'association qui possède les biens immobiliers de l'église de Loiret et qui va effectivement au diocèse et qui va effectivement se présenter pour enquérir, pour acheter le château. Voilà. Juste un tout petit point. Dans tous les scripts, je n'ai jamais vu mention de la vente de la chapelle. Comment? Je n'ai jamais vu mention de la vente de la chapelle. La chapelle, la propriété, elle n'est pas saisie, la chapelle. La chapelle en bas, la délire religieux, ça c'est une partie qui reste à la SCI, elle n'est pas saisie cette partie-là. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que posez la question de la banque, elle a estimé que pour couvrir son prêt de 600 000 € qui n'est pas sauvé, alors, il y a des bruits les plus fantastiques qui courent, notamment l'école de thérapie chevalier, le loyer, il est saisi par la banque. La banque est saisie depuis quelques années, donc il y a absolument aucun problème. On ne sait pas où est parti l'argent. La vraie question, je le disais déjà les autres jours, c'est d'aller voir la SCI, et si vous avez emprunté 600 000, qu'elle lui fait cet argent. Qu'elle lui fait cet argent. Il y a pas d'investissement fait, on rigole, hein. Il faut chercher l'argent. Bon, donc actuellement, nous soutenons moralement, bien entendu, on a eu une réunion avec eux récemment. Donc il y a l'OGEC, aussi de gestion des écoles catholiques, qui est l'association locale, qui est présidée par un Poison. L'UDOGEC, non départemental des OGEC, qui est présidée par M. Marchery, et puis un trésorier, et puis un diocèse, et puis voilà, il y a un directeur de la diocésaine qui s'occupe des écoles catholiques dans le Loiret, le Berry et la trois départements.
après, c'est bon, cette certification qui est originale, tarif, pas professionnel, mais d'autre part, le lycée hôtelier est vraiment quelque chose de positif à Montargis, surtout qu'ils viennent de développer des CAP de service cette année, et ils vont aller des CAP de cuisine l'année prochaine, donc avoir un véritable centre de formation d'apprentis, c'est bien. Voilà, et puis l'autre question, c'était... L'accueil de l'école des États. Oui, alors je ne peux pas vous répondre. On a toujours des questions comme ça qui viennent de rentrer sur les accueils le matin à 7h et le soir à 19h. Alors on a toujours des volontaires, il y a beaucoup de parents qui viennent, et le jour où on met ça en place, on n'a plus de temps. Alors il faut savoir que le problème, on nous a dit pourquoi dans des plages, on ne connaît pas la même structure parce qu'il faut payer des gens qui ont des diplômes pour accueillir les enfants, ils sont payés. On ne peut pas avoir des enfants à Montbéca et à Girondet, on va parce qu'il faut les accompagner, il faut encore une autre équipe pour l'accompagner. Donc actuellement c'est très compliqué, on a eu l'expérience à Pasteur, là il y a des parents qui se sont occupés de mettre en place cette solution-là. On reviendra avec la nouvelle adjointe, Madame Moudré, la réponse à apporter, mais on va surtout voir la véracité des propos, puisqu'il y a toujours un emballement au départ, et puis à l'arrivée, il y a quand même beaucoup maintenant de volontaires, il faut qu'on puisse le faire. Je sais que la précédente directrice de la scolaire, Mme Bloch, et qui très attentive à ça, il y avait eu 2-3 échecs, notamment à Pasteur, ça ne pouvait pas répondre, et puis il faut trouver aussi des gens qui acceptent de venir travailler 1 heure le matin et 1 heure le soir. Encore une autre chose, surtout à 7 heures le matin. Bon, il n'y a pas beaucoup de volontaires, hein, et c'est toujours un problème qu'on a, mais on essaiera sur le lieu des logistiques pour arranger les situations de volonté. Et souvent, l'ultime solution, c'est que les parents s'arrangent aussi entre eux pour faire cette opération. Voilà, écoutez, je n'ai pas la date du prochain conseil, Nathalie, on a pas. Exactement pour les lycées, pour la fiction de 16 novembre. Alors, donc le 16 novembre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, merci.